Bonsoir et bienvenue au débat du Sahel. Cette semaine, nous recevons le colonel Pierre De Jong, président de l'association Europe-Mauritanie et vice-président de l'Institut Thémis. Il sera question de sécurité et de défense, mais également de géostratégie dans l'interview que voici. Pierre De Jong, bonjour. Bonjour. Pour la partie de nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes colonel de l'armée française, docteur en sciences politiques. Vous êtes également breveté de l'École supérieure de guerre et diplômé de management général de l'ESSEC. C'est fou ça, on dirait que vous avez passé votre temps à étudier. Probablement. Vous avez été décan de deux présidents français, donc François Mitterrand et Jacques Chirac, avant de commander le 3e régiment d'infanterie de la marine. Jusqu'à là, toujours les bons. Vous êtes également expert du secteur de la sécurité et surtout des programmes démobilisation, désarmement et réinsertion. On verra ça plus tard, notamment avec les programmes onusiens. Vous êtes également professeur associé à l'École de guerre économique de Paris. Et enfin, vous êtes senior vice-président de l'Institut Thémis en charge du développement et de la recherche. Et vous êtes aussi président de l'association Europe-Mauritanie. CV assez impressionnant. C'est gentil. on va choisir un schéma plutôt historique. On va commencer par le commencement. Le commencement pour nous, c'est l'attaque du GSPC au camp de Nimreti. La Mauritanie a été l'une des premières victimes du terrorisme des 5 pays du G5 Sahel. Alors ça, on l'oublie complètement. En fait, le problème, c'est que c'est vrai que la Mauritanie, quand le FIS et le GSPC ont été chassés par l'armée algérienne vers le sud, en fait, ils ont été quelque part. Et donc, ils se sont retrouvés au nord Mali et au nord Mauritanie. Et la Mauritanie était naturellement, pour des raisons, je dirais, probablement de logistique, ils sont installés dans le nord et c'est là qu'ils ont commencé leurs exactions. Et on oublie en fait que la Mauritanie était le premier pays touché par les questions de terrorisme. Mais c'est aussi la raison pour laquelle la Mauritanie est un des premiers pays qui a pris en compte la problématique du terrorisme et de la sécurité des villes, des axes routiers, etc., qui fait qu'aujourd'hui, la Mauritanie, le résultat final, c'est qu'au bout de presque 20 ans, la Mauritanie, en fait, a réussi globalement à créer un espace de paix et un espace où il se passe pas grand-chose comparativement à ses voisins, ou au Mali ou au Burkina Faso, où la situation est beaucoup plus compliquée. Donc c'est vrai que cette antériorité dans la crise, cette antériorité dans le terrorisme, lui a permis de régler la crise, en tout cas cette question-là, bien avant les autres. Ça a été un déclic et aussi un réveil plutôt violent. Alors c'était un choc terrible, parce que quand dans votre armée, vos soldats se font assassiner sur une dune, etc., c'est un choc terrible. Et les Mauritaniens n'étaient pas préparés du tout à ça. C'était une armée globalement, une armée intérieure, une police intérieure, et donc c'était une armée qui n'était pas du tout destinée à lutter contre des bandes armées très entraînées, très rustiques, etc. À l'époque, c'était même une armée conventionnelle, faiblement équipée et extrêmement conventionnelle, donc encore une fois, pas du tout adaptée. En fait, ils se sont fait surprendre, mais ça arrive dans toutes les armées du monde, ça arrive. Je prends l'exemple français de 1940, c'est exactement ça. Donc c'est vrai que ça arrive tout le temps. Après, il faut être capable de prendre les mesures qui correspondent en fait il faut répondre à la menace. Et c'est vrai que les Mauritaniens ont entamé un large processus de modernisation, de rénovation, de réorganisation, qui fait qu'en fait, et un des points principaux, ça a été que l'État mauritanien a décidé de se doter d'une armée extrêmement souple, flexible, avec ce qu'on appelle des GSI, des CSI, des groupements spéciaux d'intervention qui sont à l'identique des groupes terroristes, extrêmement légers sur des Toyota et bien armés quand même, et en fait capables d'agir longtemps et très profondément. Et tout ça aidé par une armée de l'air qui est en fait une armée de l'air qui est rudimentaire, qui est simple, mais qui est parfaitement adaptée à la menace. Et donc ce mélange entre les actions terrestres et les actions aériennes, c'était totalement nouveau. Aucune armée africaine n'avait fait. Et en Afrique, on imaginait, ou en Europe, on imagine qu'il faut des avions de chasse très chers. Pas du tout. Ils ont acheté des avions brésiliens qui rendent parfaitement l'usage. Et donc, en fait, la réponse à la menace était en même temps adaptée et en même temps, elle a été globalement, assez peu chère. En fait, elle était assez économique quelque part. Donc c'était vraiment le bon niveau. Mais l'armée mauritanienne, elle a été loin, puisqu'en fin de compte, l'armée s'est modernisée, s'est transformée. Les casernes ont été repeintes. Les gens étaient fiers de servir sous le drapeau mauritanien et de servir sous les armes, donc de servir pour son pays, ce qui est quand même une preuve d'attachement. Mais le point final, c'est quand même qu'en finale, ils ont réussi à rentrer dans les opérations de maintien de la paix.
puisque juste après au moment de la MINUSCA, donc c'est l'opération des Nations Unies qui a lieu actuellement en RCA, à Bangui. Donc ils ont fait acte de candidature et ils ont réussi à projeter un bataillon d'infanterie et 2 compagnies de police en Centrafrique. En Centrafrique, ce qui est quand même un exploit, sachant qu'auparavant, ils avaient été précédés par une compagnie de la garde nationale qui était partie à Bouaké, au sein de l'ONUCI, c'est l'opération des Nations Unies qui était en place en Côte d'Ivoire, et la compagnie de la garde nationale s'est remarquablement comportée également. Donc globalement aujourd'hui, on constate que c'est une armée qui s'est rénovée quasiment en une quinzaine d'années et qui aujourd'hui est parfaitement opérationnelle et parfaitement adaptée aux critères d'une guerre moderne. Au tout début, donc, il y avait plusieurs plans Sahel et il était question de mutualiser tous les moyens, mais surtout d'adopter une politique volontariste et inclusive. C'est ce que vous appelez jamais contre, toujours pour. C'est-à-dire qu'il y avait une multitude d'organisations. Le G5 Sahel ne s'est jamais inscrit contre un organisme existant pour justement éviter qu'il y ait des freins. Ça, c'est la force de la création du G5 Sahel. C'est que le G5, en fait, s'est créé sur une idée. Je pense que les pouvoirs politiques mauritaniens, principalement, avaient perçu qu'il y avait autant de plans Sahel que de gens qui rencontraient. Un plan Sahel, Nations Unies, Europe, enfin il y avait des plans Sahel, il y en avait 10. Bon, ben, les Sahéliens se sont dit, oh, non, écoutez, vous êtes gentils, c'est sympa pour faire les plans, mais nous on va gérer nous-mêmes les plans, on va faire un grand plan. Donc aujourd'hui, ça s'est terminé en fait par l'Alliance Sahel, qui est en fait très proche du G5 Sahel, mais la création du G5 en 2014, c'est vraiment de coordonner et de rassembler l'ensemble de ces plans qui concernaient leur propre pays. Et comme on le sait tous, le Sahel, ils ont les mêmes problématiques de développement, les mêmes problématiques avec souvent un nord, un sud, etc. etc. Donc globalement, l'idée c'était de gérer soi-même son propre argent, puisqu'on vous le donnait. Et donc c'est ça l'idée. Et donc le cœur du G5, il y a une idée politique, ça c'est le cœur du sujet, avec les 5 pays qui ont discuté de la même façon, ça c'est extrêmement fort, extrêmement puissant, et très clairement, la Mauritanie était leader, je peux le dire de façon extrêmement directe, parce que je sais que la Mauritanie était leader dans ce domaine-là. Mais le deuxième point, il y avait tendu par comme deux grandes directions qui étaient amener de la sécurité et puis amener du développement. Alors c'est vrai qu'il y a le triptyque sécurité égale développement égale démocratie. Donc c'est vrai que l'idée de travailler d'abord sur la sécurité, ensuite sur le développement et amenant probablement à terme la démocratie, tout ça c'est une espèce de cercle vertueux que le G5 tente ou va essayer en tout cas de mettre en œuvre. À un moment donné, vous avez parlé également de l'engagement de la Mauritanie au sein des forces de maintien de la paix en Centrafrique. Ici, en Mauritanie, à ce moment-là, on ne maîtrisait pas vraiment les règles onusiennes d'engagement et surtout les procédures de remboursement. Est-ce que d'autres pays africains, pas que la Mauritanie, se sont retrouvés dans cet imbroglio financier qui est l'ONU et la Mauritanie, comment elle a réussi à intégrer ce type de plan? Alors c'est vrai que le contact avec les Nations Unies, avec les opérations de maintien de la paix, c'est extrêmement compliqué, extrêmement technique. D'abord, c'est extrêmement très politique. C'est financier, puisqu'il faut investir. Ça implique des transformations des armées, l'organisation, la formation, etc. Puis après, une fois que vous projetez, il faut projeter. Est-ce que les armées africaines étaient destinées à être projetées à des milliers de kilomètres? C'est pas toujours évident. Après, il faut tenir. Il y a tous les problèmes de réparation des véhicules, etc. Ce qu'on appelle la MCO, la mise en condition opérationnelle. Donc ça, c'est la force de la Mauritanie, c'est que cette armée, qui était une armée petite, une armée c'est pas une armée de grande dimension, une armée autour de 15-20 000 hommes, ce qui est une armée, je dirais, de taille extrêmement moyenne. Surtout par rapport à la population de 4 millions. Oui, c'était en fait, globalement en Afrique, c'est un peu les formats. Mais la force, encore une fois, de la Mauritanie, c'est d'avoir modernisé son armée suffisamment vite et d'être capable de dériver les effectifs pour aller dans l'opération de maintien de la paix. C'est que l'aspect politique était très important. C'est que le gouvernement mauritanien a considéré qu'il fallait en même temps travailler sur la sécurité intérieure, donc avec des forces opérationnelles intérieures extrêmement actives, et en même temps travailler sur les opérations de maintien de la paix. Ce qui n'est pas le même travail. L'opération de maintien de la paix, c'est pas la vraie guerre. Je veux dire que l'usage de la force est extrêmement restreint. Il y a le rapport aux populations, il y a tous les problèmes humanitaires qui peuvent se poser. Donc c'est très compliqué. Et c'est vrai que c'est un volet que l'armée mauritanienne, je le dis honnêtement, fabuleusement dépassé. Enfin, ça a été intégré sans aucun problème. Bien sûr, il y a eu un prix. Il y a eu le prix de l'investissement. Et puis il y a le prix du temps. Il a fallu former les unités pendant à peu près une année, ce qui est en fait relativement long. Sachant en finale que c'est une opération intéressante, parce qu'un bataillon d'infanterie remboursait 20 millions de dollars par an et une compagnie de police 4 millions de dollars. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, le bataillon d'infanterie qui depuis 3 ans est en RCA, l'État a reçu 60 millions de dollars. Ce qui veut dire que son investissement aujourd'hui est déjà remboursé. Donc mais encore une fois, il faut faire l'avance.
Ben, il faut faire la manche, et puis il faut être vertueux, il faut aller au bout du processus. Et encore une fois, c'est la force de la Mauritanie, c'est d'avoir été au bout du processus, ce qui n'est pas toujours évident pour des armées francophones, des armées africaines, qui n'ont pas l'habitude et qui n'ont pas été sous-tendues par cette énergie du point de départ, qui en fait, 2004-2005, avec les premiers attentats, et c'est vrai que les attentats ont marqué cette armée, et ça a transformé cette armée, ça l'a rendue opérationnelle, ça l'a rendue aussi agressive, ça l'a rendue, je dirais, courageuse, rustique, et donc c'est une armée qui a des qualités reconnu par tous. Tout à l'heure, vous avez fait une remarque intéressante concernant le travail de maintien de la paix et le travail d'engagement. On voit l'exemple actuellement au Mali avec d'un côté la MINUSMA et de l'autre l'opération Barkhane. Ce n'est pas les mêmes objectifs et du coup, est-ce qu'à terme, le Barkhane peut remplacer la MINUSMA et est-ce que les deux peuvent être remplacés par la force conjointe du G5 Sahel? Alors d'abord, je ne pense pas que ce soit dans cet ordre-là. Je pense qu'éventuellement, la MINUSMA pourrait grossir pour remplacer Barkhane. Barkhane n'a pas vocation à rester... Mais de nos jours, la MINUSMA approche les 14 000 hommes. Elle peut encore grossir plus que ça. Ah bah oui, mais aujourd'hui, la MONUSCO au Congo avait atteint 20 000 hommes. Donc on peut atteindre des effectifs extrêmement importants. Le problème après, c'est de savoir que l'efficacité, c'est le problème de la performance, comme on dit dans les anglo-saxons. Donc la performance s'analyse, et aujourd'hui la performance c'est compliqué. Pourquoi? Parce que la dangerosité de la MINUSMA, la dangerosité au Mali, elle est extrêmement forte. Ils ont eu quasiment 150 morts depuis 2014, ce qui est en fait un chiffre très important. La MINUSMA est aujourd'hui, le Mali est la zone dans laquelle les Nations Unies ont le plus de pertes depuis la création des Nations Unies. Donc c'est vraiment une zone extrêmement dangereuse. Ce qui fait qu'aujourd'hui la MINUSMA, elle est plutôt en autoprotection plutôt qu'en action extérieure. Et là, donc on va dire que la MINUSMA a une mission principalement sur la reconstruction du Mali, pour simplifier, et Barkhane aujourd'hui est dans un soutien globalement et en fait de la chasse directement sur le terrain aux terroristes. Et quand la mission sera accomplie, Barkhane n'est pas destiné à rester, alors que la MINUSMA, elle pourra rester pendant de nombreuses années au Mali. Le deuxième point de votre question, c'était l'aspect de la force conjointe et du G5. Et à l'évidence, la force conjointe, le G5 a vocation à remplacer la MINUSMA là où elle est. Et c'est ça l'idée globale. Le problème, encore une fois, c'est qu'il y a des passages. Il faut le passage de l'armée mauritanienne qui va passer d'une armée, je dirais, de GSI, de CSI, et donc de petites unités opérationnelles rapides, extrêmement rapides et puis autonomes, à un passage onusien aux Nations Unies est déjà compliqué. On est sur des petits volumes, on est sur un volume en gros de 800 à 1000 hommes, des petits volumes. Dès lors que vous dressez une force, si demain le G5, aujourd'hui la force conjointe c'est en gros 5000 hommes, c'est très compliqué pour deux raisons. D'abord le volume est important, la surface sur laquelle évolue cette force est considérable, puisque ça va globalement de la Mauritanie jusqu'au fin fond de la frontière entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le deuxième point. Puis le troisième point, c'est international. C'est que la Mauritanie n'est qu'un des 5 éléments de cette structure. Et ça, c'est très compliqué. Même si, encore une fois, la Mauritanie a mis en place le chef de la force conjointe, que le général Anana, qui est bien connu en Mauritanie, est aujourd'hui patron de la force depuis maintenant plusieurs mois. Il a remplacé Didier Dako suite à la réunion à Nouakchott. On va marquer une petite pause pour écouter le général Mohamed Ousnaghi et Sid Ahmed Ali, c'est l'expert sécurité et défense du G5 Sahel. Il nous parle justement de la philosophie sous-jacente à la création du G5 Sahel. Et puis nous revenons tout de suite. Les pères fondateurs du G5 Sahel ont été bien inspirés avant tout le monde pour savoir que la menace à laquelle ils font face est d'abord d'ordre structurel. L'ordre structurel, c'est le plan de développement. Et la menace terroriste elle-même ne vient pas seulement se greffer comme ça, venir de tomber du ciel. Elle se greffe sur un environnement capable de la contenir, capable de la recevoir. Et là, il n'y a pas un meilleur terreau que le sous-développement, que la pauvreté, que l'oisiveté, que le fait d'être abandonné, que l'injustice, et ainsi de suite. Et c'est ce que les chefs d'État ont vu et en créant cette organisation entre États. D'abord, il faut dire que les États sont homogènes. Nous avons cet espace sahélo-sahérien qui va de l'Atlantique au Chari, au fleuve Chari, qui est parfaitement homogène. Le niveau de développement est le même. La composition ethnique de population est la même. La composition, la géographie physique et humaine sont les mêmes. L'histoire est identique. La langue parlée, le français, tout le monde parle le français et l'arabe aussi. Moi, j'ai été surpris pour savoir qu'au Mali, au Niger, au Tchad, l'arabe est parfaitement parlé.
La finalité du G5 est transfrontalière, aussi bien sur le plan de développement que sur le plan de la sécurité. Notre force conjointe actuellement est une force transfrontalière. Sa mission, c'est de réoccuper les zones transfrontalières, les nettoyer, les sécuriser et ramener les populations et ramener les services de l'État et, au fur et à mesure, se retirer en laissant la place aux forces de sécurité intérieure. Voilà un peu notre stratégie dans la zone. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, avec la force conjointe, tout le monde parle de la force conjointe, mais nous nous préparons sur le plan de la sécurité intérieure. Nous développons ce que nous appelons les groupes d'action rapide, qui sont les GARCI, qui sont des unités de lutte antiterroriste pour le moment de la gendarmerie des 5 États. Nous sommes en train de former des unités entre 100 et 150 hommes pour chaque État, spécialement entraînés, équipés de matériaux spécifiques et de véhicules légers extrêmement rapides. Ces unités, nous envisageons de les multiplier jusqu'à donner à chaque État 3 ou 4 ou 5 unités. Et à ce moment-là, ce seraient les forces de sécurité intérieure qui occuperaient le terrain et les forces de défense reviendraient à leur mission régalienne, à leur mission classique. Bonsoir et bienvenue au débat du Sahel avec mon invité, le colonel Pierre Dejean. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Tout à l'heure, on était en train de parler de l'amunissement et là, on va parler de tout à fait autre chose. Vous vous souvenez très bien, en février 2011, une voiture piégée explose dans la banlieue sud de Nouakchott. C'était le dernier acte de violence en Mauritanie. Est-ce que c'est la résultante du hasard ou alors de la modernisation de l'armée mauritanienne? Alors je pense que c'est les deux. Probablement, les voies de Dieu sont impénétrables. Donc, quoi qu'il en soit, on veille sur nous. Donc, quand on veille sur nous, c'est bien. Ça, c'est le premier point. Et moi, à mon avis, c'est ça le premier point. Deuxième point, accessoirement, c'est vrai qu'au niveau du renseignement, au niveau de l'action, au niveau de la rapidité de l'action et même du courage des hommes qui ont été au contact, honnêtement, c'était un moment, je dirais, opérationnel extrêmement fort. Et d'ailleurs, qui était tellement fort, c'est que c'était le dernier attentat qui a connu la Mauritanie. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'entre 2011 et 2013, une période d'incertitude. Rappelez-vous, les villes sont bouclées, Nouakchott, le soir, les barrages, etc., etc. On cherche une solution. Et c'est vrai que le courage politique du gouvernement, du chef de l'État, de son gouvernement, etc., c'était de penser global. C'est de dire, c'est vrai qu'il faut toujours, c'est connu, il faut toujours penser global et agir local. C'est bien connu ça. Et c'est vrai que globalement, les Mauritaniens extrêmement sensibilisés, alors qu'en 2011, il ne se passait pas grand-chose. Rappelez-vous, au Mali, c'est 2012, les grosses opérations, la descente des Touaregs, etc., c'est 2012. Après la chute de absolument, on n'est pas du tout, dans cette période. Et à partir de 2011, avec les plans Sahel, etc., il y a une vraie réflexion qui s'engage en Mauritanie, qui dure en fait 2-3 ans. En fait, le gouvernement mauritanien et le chef de l'État, globalement, alors j'imagine, hein, il a fait le tour de ses partenaires et essayé de leur expliquer qu'ils pourraient trouver des solutions. Parce que le problème, c'est le problème des frontières. Vous avez des distances absolument incroyables. Dans la Mauritanie, vous avez 4 millions d'habitants, des distances à parcourir qui sont phénoménales. Donc tout ça, il vaut mieux avoir, si les Maliens me donnent de l'information, je serai plus à même de gérer le problème de cette menace. Et donc l'intérêt de tout ça, c'était de rendre collectif une menace qui existait, qui préexistait. Encore une fois, on sait aujourd'hui, on le sait, et donc encore une fois, ça s'est bien passé. Le deuxième point, ça c'est l'aspect opérationnel et l'aspect, je dirais, directement pratique et concret pour résoudre un problème de sécurité de la Mauritanie et des pays du Sahel. Mais le deuxième point qui est intéressant, c'est que le Sahel est en position de force politique à ce moment-là. C'est que dans les années 2012-2013, en fait, rappelez-vous, la Mauritanie est présidente de l'UA, présidente également des Nations Unies, la Ligue arabe, etc. Le dialogue 5+5. 5+5. Donc c'est ce que j'appelle l'alignement des planètes, c'est quelque part à un moment donné, tout s'aligne, c'est que l'alignement politique permet en fait à la Mauritanie d'être extrêmement actif et d'amener des propositions extrêmement concrètes. En disant, voilà, les amis, les 5, là, les 4 camarades plus les Mauritaniens, ou les 5, on va dire, mais ils disent, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans toutes les réunions, à partir de 2012-2013, qui ont précédé la création du G5 Sahel, donc en 2014, c'est des réunions dans lesquelles il y avait des apartés, des tête-à-tête, des réunions en petits comités, etc., etc. À New York, à Bruxelles. À chaque fois, les pays du G5 discutaient un petit peu entre eux, etc. Et en fait, l'idée globale, parce qu'au début, ça s'appelait les 5 pays du Sahel.
plutôt que le G5 Sahel, les 5 pays du Sahel. Et en fait, ils ont commencé à communiquer entre eux et à comprendre qu'il y a une problématique qu'ils pouvaient résoudre eux-mêmes. Et c'est vrai, encore une fois, je le dis, c'est que la Mauritanie a été pilote. Parce que politiquement, dans le domaine international et multilatéral, la Mauritanie va à un positionnement. Ainsi, la Mauritanie a pu expliquer au Moyen-Orient, etc., qu'ils avaient besoin de fonds, aux bailleurs de fonds, etc., parce qu'ils étaient positionnés pour le faire. Et donc c'est comme ça que le G5 Sahel s'est créé. Il y avait une espèce de connivence, je dirais, intellectuelle entre les chefs d'État, plus une problématique politique qui s'est mise en place. Et en fait, il fallait dérouler le film, comme on dit. Il y avait juste qu'à dérouler. La Mauritanie, à ce moment-là, elle était audible, justement, de par son positionnement diplomatique. Exactement. Et de par l'activisme de son ministre des Affaires étrangères de l'époque. Exactement, qui était Ahmed Teguidi, et qui était, encore une fois, un grand diplomate bien connu en Mauritanie, que personnellement j'ai connu comme ambassadeur à New York, qui est un des hommes clés également de l'entrée de l'armée mauritanienne au sein des opérations de maintien de la paix, il ne faut pas l'oublier. Et comme ministre des Affaires étrangères, ben, il a pu mettre en œuvre tout ça. En fait, c'est un technicien de la diplomatie. Et c'est vrai que c'est de la diplomatie de très haut vol. Et encore une fois, la Mauritanie a accédé à un très haut niveau de diplomatie, ce qui était la première fois depuis très longtemps, où en fait, il n'y avait pas eu de possibilité d'être acteur mondial sur des sujets extrêmement compliqués. On était en situation à ce moment-là. C'était le moment idéal. Est-ce que le départ de ATT et de Blaise Compaoré à la même période a fait partie de ce que vous appelez l'alignement des planètes? Alors c'est une question très, très complexe que vous me posez là, très délicate, parce que les relations des États entre eux sont des relations qui sont historiques et qui sont marquées par des tensions et des rapprochements, des tensions, des rapprochements. Personnellement, je ne pense pas. Je pense que le départ d'ATT et le départ de Compaoré a accéléré un processus de dégradation, au Burkina Faso principalement, mais qui n'a pas altéré directement la Mauritanie. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça a transformé, si vous voulez, globalement, le problème d'ATT et le problème de Compaoré, c'est que ça a permis de dévoiler que, en fait, globalement, dans ces périodes-là, probablement que le Mali et probablement que le Burkina Faso n'avaient pas fait l'effort qu'avait fait la Mauritanie dans les années précédentes. C'est qu'ils avaient plutôt négocié, traité, géré les problèmes d'otages. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les problèmes d'otages qui se négociaient, etc. etc. Les rançons, etc. On était sur une espèce de business des otages qui n'a jamais existé en Mauritanie. Et c'est vrai que peut-être que le Mali et le Burkina Faso auraient dû être plus intrusifs, plus décisifs, plus performants peut-être dans ce domaine-là. Donc leur départ a probablement permis, effectivement, et puis le problème du leadership aussi. Surtout avec le Burkina Faso, le problème de Compaoré partant, la question du leadership ne se posait pas et les 5 États ont pu, à égalité, entre guillemets, il n'y a pas les vieux chefs d'État, les jeunes chefs d'État. Voilà, c'est des gens qui étaient sur une même norme. Alors Compaoré avait un prestige qui était lié à l'ancienneté, il était comme chef de l'État depuis très longtemps. Et c'est pour ça que ça lui a permis de réussir plusieurs médiations, mais il a échoué au Mali, donc il a essayé de travailler. Et c'était très compliqué, parce qu'il n'était pas à même le mieux pour gérer ça, quoi. Absolument. L'Africom, maintenant, les États-Unis, on ne sent pas leur présence dans le Sahel et notamment au Nord Mali. Pourquoi, à votre avis, alors que généralement toutes les problématiques liées à l'antiterrorisme et surtout liées au trafic de drogue, ils sont toujours présents quand il s'agit de... Alors je me permettrai de rectifier un tout petit peu ce que vous dites, dans le sens où les Américains ont commencé à percevoir l'Afrique au moment principalement globalement dans l'histoire malienne, c'est l'affaire de l'avion rempli de cocaïne qui s'est posé. Le Boeing 707 voilà. Qui s'était placé du côté de Gao. Air cocaïne. Alors ça c'est un truc. Alors les Américains ont découvert qu'un avion bourré de drogue pouvait se poser sur une piste en plein désert. Alors là, ils ont pris conscience qu'ils avaient un vrai problème. Et en fait, on découvre qu'Africom et le département d'État, surtout parce qu'Africom n'est que le bras armé de tout ça, et le bras armé en Afrique africain, il est faible, puisqu'il est principalement à Djibouti. Il y a une grosse base à Djibouti. Alors, d'abord, Djibouti qui est orienté sur la partie moyen-orientale, sur le Yémen et sur la Somalie. Le Niger, c'est une grosse base, mais une base qui est avec des moyens aériens et des forces spéciales. Ça, c'est le positionnement, je dirais, permanent. Par contre, le problème, après, c'est l'intérêt des États-Unis pour l'Afrique. Il est relativement récent. Et il date, encore une fois, de l'avion d'Air Cocaïne. Donc, ils ont mis en place des programmes à quota, des programmes financés par le département d'État. En gros, les chiffres on peut les évaluer autour de 500 millions par an, ce qui est quand même assez important. Et l'idée, c'est de transformer les armées africaines, ce qu'on appelle le RSS. Donc quota, c'est un programme de formation. Oui, c'est et d'accompagnement. Oui, d'accompagnement. C'est un programme vraiment qui est financé pas par la défense, mais qui est financé par le département d'État. Donc,
par la diplomatie. Et l'objectif, c'était en fait que la RSS, c'est donc la réforme de cette sécurité. Donc ils se sont dit, en formant des gens, des unités, des bataillons, etc., en donnant un peu de matériel, ils vont se transformer, ce qui est vrai, en fait. Globalement, c'est un bon truc. Hein. Et donc ça se transforme, et grâce à ça, ils vont pouvoir aller se projeter dans l'opération de maintien de la paix. Et là, ils vont pouvoir acquérir les bonnes manières, les bonnes pratiques, les relations avec l'international, la langue anglaise, etc., etc. Donc il y avait un projet politique. C'est du soft power, du hard soft power, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Aujourd'hui, le problème, c'est l'arrivée du nouveau président américain qui n'a pas du tout le même intérêt pour l'Afrique. Et là, il y a deux annonces extrêmement fortes. La première, c'est l'année dernière, où il a annoncé, donc en 2018, où il a annoncé une diminution par 2 du financement américain aux Nations Unies. En gros, une vingtaine de pourcents, donc il ne donnerait plus que 10%, ce qui serait assez grave. Le deuxième pays, c'est la Chine. La France est placée en 4e position, donc en gros 10%. Ce qui veut dire que si les États-Unis diminuent de moitié leur contribution, ça va être extrêmement compliqué à gérer. La deuxième chose, ça va se sentir directement sur les programmes ACOTA, dont on parlait il y a 5 minutes. La Mauritanie est inscrite au programme ACOTA. Ah bien sûr. D'ailleurs, tous les pays du G5 tous les pays sont dedans, mais même bien plus loin que ça. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, tous les pays africains, globalement, sont abonnés à cette structure, qui est assez intéressante. Hein. C'est des programmes de 8 semaines, dans lesquels ils veulent en gros une trentaine ou une quarantaine de formateurs, 8 semaines, et ils donnent un peu de matériel à la fin. Donc c'est pas mauvais, globalement c'est une bonne chose. Mais le problème aujourd'hui, c'est l'avenir. Demain, est-ce que les Américains seront encore présents en Afrique ou pas? Dieu seul le sait, ou en tout cas, seul Trump le sait. Ça fait 15 ans que les exercices, ou en tout cas les manœuvres Flintlock ils sont organisés entre les pays du G5 Sahel globalement et les États-Unis. C'est quoi la finalité? Tous les ans faire une sorte de parade et puis non, c'est pas une parade, c'est, on va dire un exercice opérationnel. Le mot parade est un peu trivial. C'est juste qu'on ne voit pas l'intérêt alors que Barkhane, on le voit parfaitement. Alors le Flintlock, c'est un exercice. Le but, c'est d'entraîner les états-majors à travailler. Donc pendant une semaine, globalement, on travaille sur des thèmes. C'est ce qu'on appelle le Kriegspiel chez les Allemands. C'est qu'en fait, on apprend à faire la guerre, à communiquer, les moyens radio, les procédures, etc. Et c'est vrai que dès que c'est international, c'est très compliqué. Je prends un exemple concret. Le G5, c'est une zone, on va dire, arabo-francophone, pour ne pas rentrer dans le détail. Mais le français, comme la langue structurante. Mais le problème, c'est que les Américains, quand ils viennent ici, ils parlent évidemment pas français. Donc ça les oblige, eux, à parler français, et puis deux, à mettre en place des procédures où il y a quand même de l'anglais. Et les Nations Unies, même chose. Les Nations Unies, l'ensemble des procédures est en anglais, ce qui pose aussi d'énormes difficultés. Donc en fait, les exercices internationaux, multilatéraux internationaux, sont extrêmement importants, car ils permettent à une armée non seulement de se développer, mais également de comprendre les partenaires, comment ça fonctionne, de s'intégrer eux-mêmes dans un état-major. L'état-major de la MINUSMA ou de la MINUSCA en République centrafricaine, c'est la tour de Babel. Vous avez autant de pays que d'hommes présents. Ça va du Pakistanais au Chinois, en passant par un Français, un Libanais, un Brésilien. Donc le problème, c'est qu'il faut rentrer là-dedans. Et c'est vrai que l'acquisition de l'international, l'acquisition des exercices internationaux est vraiment déterminante. Actuellement, il y a donc 5 missions de l'ONU en Afrique. Bon, vous l'avez cité, la MINURSO, celle qui est au Sahara, les Libéria, les Darfour, le Centrafrique, et bien sûr la MINUSMA. La MINUSMA est souvent décriée notamment par le commandement militaire mauritanien, et le président mauritanien lui-même en a parlé dernièrement. Il a dit que pourquoi on donne autant d'argent à la MINUSMA avec si peu de résultats qu'on connaît, alors qu'on a du mal à financer la force conjointe. À votre avis, le départ de ces missions-là et leur remplacement par des forces locales peut résoudre le problème? C'est un sujet extrêmement compliqué. Je pense, à court terme, je ne pense pas. Parce que ce n'est pas le sujet. Mais encore une fois, la MINUSMA, elle n'a pas une vocation guerrière. Alors que dans l'idée de la force conjointe, il y a une finalité opérationnelle qui est extrêmement forte. Donc le problème aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on veut. Et si on veut lutter contre le terrorisme dans le monde, il faut que les bailleurs internationaux, il faut que les grands partenaires internationaux, comme on dit, crachent au pot, entre guillemets, c'est-à-dire en fait mettre sur la table ce qu'ils ont à mettre. Donc théoriquement, il y a une somme de 423 millions de dollars qui va être attribuée ou qui est attribuée en cours d'attribution aujourd'hui à la force conjointe, et c'est en train de se mettre en route. Le problème, si vous voulez, c'est comme pour le Téléthon en France, c'est qu'on a prévu les promesses de dons. Voilà, les promesses de dons, et après, il y a les vrais dons. Et en gros, il y a souvent une grande différence. Et aujourd'hui, le problème de la force conjointe, c'est que malheureusement, une grande partie des bailleurs se fait attendre, envie de changer d'idée, change de programme, aimerait faire du bilatéral et pas du multilatéral. Donc il y a une série de problématiques. Et aujourd'hui, très concrètement, c'est la France qui paye un petit peu, l'Union européenne pas mal, et puis quelques bailleurs internationaux. Donc le problème, c'est aujourd'hui, c'est rassembler cette somme pour que cette somme soit enfin opérationnelle et agisse sur le terrain.
Le problème, même quand cet argent sera dépensé, c'est qu'en fait on aura acheté du matériel pour le faire, qu'on aura investi sur de la formation, etc. Le problème, une armée, c'est pas un coup de baguette magique. Et ça va se transformer. Donc il faut que même que le G5 dans l'armée entre elles, ils soient capables, si vous voulez, de communiquer, de travailler. D'où la création du collège de défense, où en fait il fallait un endroit où il fallait que les cerveaux communiquent entre eux de la même façon. La planification, les cadres d'ordre, etc., etc. Il y a toute une série de domaines qui se partagent à 5. Et donc la création du collège de défense, et dans cette optique-là, le but c'est de créer, je dirais, unité de pensée stratégique, globalement. Merci beaucoup pour cette transition. Nous allons justement écouter le général Brahim Walid Chebani, c'est le directeur du collège de défense du G5 Sahel, et ensuite nous revenons ici. Si on se projette d'ici 15-20 ans et qu'on imagine 20 promotions en moyenne de 40-50 officiers sortis, on se retrouve facilement avec 1500 officiers des 5 pays. Imaginez 1500 officiers injectés dans les forces armées de ces pays. Le maillage d'amitié que cela créera, c'est extraordinaire. C'est même, je dirais, les premiers jalons d'un début d'intégration. C'est le choix du président de la République, d'abord à l'initiative, et après c'est un choix des 5 chefs d'État du G5 de créer, de mettre en commun leurs compétences régaliennes dans un domaine très sensible, la défense et la sécurité, pour créer un outil de formation commun. Ça, c'est une décision politique hautement stratégique. C'est leur prérogative. Moi, je pense que c'est une décision extrêmement importante. D'abord, c'est une appropriation par ces pays de leurs propres problèmes. Et ça, c'est le début de solution. Le début de solution pour les problèmes de l'espace G5, c'est que le G5 s'approprie d'abord ces problèmes, prend en compte ses propres problèmes et cherche lui-même les solutions à ces problèmes. Aux partenaires de venir, ceux qui veulent venir aider sont les bienvenus, mais on ne les attend pas. C'est vous qui êtes à l'initiative, c'est vous qui êtes à l'exécution. C'est les pays du G5 qui sont à l'initiative. Ils vont mettre en place les moyens qu'ils ont pour résoudre leurs propres problèmes. Donc les problèmes du G5 sont réglés par les pays du G5. Et ça, c'est un principe cardinal. De mon point de vue, c'est un principe fondateur pour le G5. Donc cette école, elle s'inscrit dans cette même logique. Aujourd'hui, le collège de défense du G5 Sahel est fonctionnel. Il abrite 36 stagiaires des 5 pays qui sont logés dans de très bonnes conditions, qui sont nourris dans de très bonnes conditions et qui ont les moyens pour travailler. Nous avons bénéficié de l'appui et de l'accompagnement de certains partenaires, des pays, des organisations, même des acteurs non étatiques qui ont accepté de nous appuyer. Et à ce titre, je citerai en particulier, comme vous l'avez dit, la France qui accompagne le projet, l'Allemagne qui a accepté d'équiper en grande partie le collège, l'Union européenne qui a accepté de mettre en place aussi un appui financier conséquent, et d'autres partenaires. Et la porte est ouverte à tout le monde. L'engouement est très grand de la part de la communauté internationale pour le collège, comme vous l'avez dit, parce que c'est quelque chose qui existe et qui concrètement et qui fonctionne convenablement. Et tous les gens qui ont eu à le visiter ont été émerveillés. Le débat du Sahel reprend avec le colonel Pierre de Jong. Nous étions en train de parler du collège du G5 Sahel, une réalisation qui fonctionne, comme le dit le général Brahim Walid. Alors encore une fois, une idée mauritanienne au passage, hein, parce que le collège vient d'être donné au G5 Sahel il y a à peu près quelques mois, je crois il y a 1 mois, et jusqu'à là, jusqu'au mois de décembre, globalement, le collège appartenait à la Mauritanie. Donc c'est encore une fois une idée mauritanienne, c'est vrai que c'est une idée vraiment qui est extraordinaire, et donc l'idée c'est vraiment de former ces officiers, je dirais aux meilleures pratiques opérationnelles principalement, mais également, dans ce qui est très important, c'est que globalement le collège de défense forme des officiers destinés à servir dans les armées nationales et à la force conjointe. Et donc il faut de la coordination, de la compréhension et de la connaissance réciproque. Il faut créer de la camaraderie, de l'amitié pour que les gens travaillent bien ensemble. Donc la mission est suffisamment difficile d'ailleurs.
Alors, je vous ai écouté en décembre 2017 à l'Assemblée nationale française. Vous avez dit, je vous cite, « Les G5 est une idée mauritanienne et que ses voisins ont partagée et encouragée, mais les parties prenantes sont nombreuses. » Alors, je vais juste reprendre la première phrase. « Les G5 est une idée mauritanienne que ses voisins ont partagée et encouragée. » J'ai essayé de réagir plusieurs de mes invités mauritaniens à cette citation. À chaque fois, ils me disent, mais non, c'est une idée globale, c'est une idée globale. Vous confirmez que c'est la Mauritanie qui a l'initiative. De toute façon, il n'y a pas de génération spontanée dans 5 pays en même temps, c'est impossible. Il faut bien, à un moment donné, que ça germe quelque part. Et c'est vrai, encore une fois, mais ça c'est l'histoire de la Mauritanie, c'est vrai que les premiers attentats de 2004-2005 ont été déterminants. Alors c'est vrai que les derniers attentats en 2011, mais 2004-2011, ça fait quand même 6 ou 7 ans où il y avait des tensions en Mauritanie, c'était compliqué. Et cette prise de conscience était extrêmement forte en Mauritanie. Et le président Aziz, que c'est le président qui a décidé, le président vraiment a pris conscience de ça et a été clairement moteur pour créer le G5. Alors évidemment, la modestie des États et mauritaniennes, ils ne vont pas dire ça, évidemment, c'est normal. Chacun après a mis sa pierre à l'édifice. Mais je ne suis pas un diplomate, moi je suis un observateur simplement. Et moi ce que je sais, c'est que dans l'histoire de la création du G5, la Mauritanie a été pilote. Mais sans l'assistance et l'appui des 4 autres pays du G5, il ne se serait rien passé. Donc l'idée mauritanienne n'aurait été qu'une idée banale et écartée. Donc elle a existé, ce qui veut dire que dès que les Mauritaniens ont émis l'hypothèse ou ont travaillé sur le sujet, à l'évidence, l'ensemble des pays du G5 ont suivi. Je peux vous donner un secret. Le seul pays qui ne comprenait pas pourquoi on faisait ça, c'était les Burkina Faso, qui avait une petite logique un peu haute, qui disait, bon, pourquoi, etc. Enfin, ils ne voyaient pas l'intérêt majeur. Mais n'empêche qu'ils s'y est très vite rattachés. Donc ce G5, c'est la première chose, c'est vraiment une idée mauritanienne. La deuxième chose qui est très intéressante, c'est le fait d'avoir, si vous voulez, de s'être contenté de 5 pays. Parce que dans les systèmes multilatéraux, il y a toujours des greffons qui se rajoutent, pourquoi pas moi, pourquoi pas moi. C'est vrai, pourquoi pas moi. L'idée globale du G5, c'est on a les mêmes préoccupations, nous sommes les mêmes personnes, on a les mêmes modes de pensée, etc., etc. Travaillons sur nos problèmes. Une fois que nos problèmes seront résolus en partie, trouvons les solutions pour écarter, ouvrir, faire des partenariats, tout ce que vous voulez. Mais dans un premier temps, gérons nos problèmes. Parce que déjà, gérer à 5, c'est compliqué, mais gérer à 10, c'est un enfer. Vous avez bien vu l'Union européenne, 28, 27, demain peut-être 26, j'en sais rien. Donc on voit bien que plus vous êtes nombreux, plus c'est compliqué. Donc c'est une forme de sagesse de se dire on va se limiter à ces 5 pays, faisons appel à des partenaires et travaillons sur nos mêmes problématiques. Sécurité, développement. Alors, on va parler justement des 4 autres pays, en particulier le Mali. Le centre du Mali aujourd'hui connaît des problèmes que vous connaissez bien. À Ségou, Sévaré, Mopti, il y a des réelles tensions communautaires entre Peul et Dogon, notamment les Peul avec la création du Front de libération du Massina. Sont devenus réellement aujourd'hui une victime des autres communautés qui leur rapprochent leur aide au terrorisme et surtout à Mamadou Koufa. Cette problématique-là ne rappelle pas les débuts de la guerre du Mali et ça c'est de 1 et de 2 comment y trouver une solution. En fait, c'est ce que j'appelle la queue de trajectoire. C'est la transformation d'une menace. Parce que rappelez-vous, en 2012, c'était une menace Touareg qui avait intégré, si vous voulez, la descente du GSPC qui s'est transformée en AQMI. Donc en fait, la transformation d'AQMI avec l'irrédentisme Touareg avait fait qu'il y avait avec l'Azawad, ils avaient une espèce d'objectif commun et hop, on est descendu en direction des grandes villes Kidal, Gao, Tombouctou, avec objectif 2013 foncer sur Bamako. Il ne faut jamais l'oublier. Donc le problème, c'est que cette menace, elle a muté. C'est qu'en descendant, en fait, il y a eu les accords d'Alger en 2015 et donc les Touaregs ont trouvé une solution. Bon, ils la discutent. Encore une fois, sur le fond, ils gèrent leurs problèmes. Donc en fait, on s'est retrouvé avec une menace qui était purement terroriste. C'était AQMI, ils sont descendus au niveau du centre du Mali, puisqu'il y en a qui sont arrêtés. Et puis qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait bien qu'ils recrutent. Et ils ont recruté et ils ont greffé en fait une problématique, une menace qui était exogène, puisqu'elle venait en fait du sud de l'Algérie. Cette menace exogène, elle s'est greffée sur une problématique qui est ancestrale. Elle date du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle. C'est les tensions qu'il y a entre les éleveurs et puis les nomades éleveurs et les sédentaires cultivateurs. Et donc vous avez les Peuls éleveurs qui traversaient les champs des Bambara, des Dogons, etc., etc. Et là on est entré dans une problématique qui date depuis des siècles, mais qui n'a, à mon avis, qui n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est pas, vous lisez les vieux livres écrits par les vieux sages africains, il y avait déjà des tensions énormes sur cette partie du Sahel et du pays. Et puis cette menace, malheureusement, parce qu'encore une fois, les pays sont des pays, mais c'est le colonisateur qui a laissé les frontières. On voit bien qu'il y a les Peuls, on les trouve entre le Sénégal et puis quasiment le Niger et quasiment jusqu'au Tchad. Absolument. Bilan de l'opération, tout le nord Mali, le nord du Burkina Faso est connecté au centre du Mali.
Et donc toute la région de Soum, etc. Et aujourd'hui, elle est sous tension parce que c'est les mêmes problématiques. Donc encore une fois, ce terrorisme s'est greffé sur un espace de tension entre le Burkina Faso et le Mali. Et donc aujourd'hui, cette tension, à mon avis, elle est devenue endogène, malheureusement, mais en même temps, elle va se résoudre dans le temps, puisqu'elle s'est résolue avant. Elle va se résoudre par quoi? Par le dialogue. C'est pas un truc militaire, on n'est pas deux armées qui se confrontent. Et c'est ça le secret du système, c'est que la force conjointe, elle doit lutter contre des terroristes, contre des bandits, contre des voyous, mais en même temps, elle doit trouver les chemins du dialogue et amener les villageois, les provinces à discuter entre elles. Et il n'y a que dans le dialogue. Mais encore une fois, je suis un vieil Africain, si tant est que je puisse me permettre cette comparaison, mais globalement, je sais qu'en Afrique, il y a toujours les voies de la discussion. Les Européens détruisent, parce que c'est Clausewitz, la destruction, guerre totale, guerre absolue, mais en Afrique, ça n'existe pas. Ce n'est pas une notion qui est endémique. Donc les voies de la discussion, tant au Burkina qu'au Mali, elles vont être trouvées, je pense, assez rapidement. Et c'est la même problématique des redemptisme justement au Burkina et au centre du Mali, mais le Niger fait face, lui, à trois menaces différentes. D'abord la menace des trois frontières, le Mali, la menace venant de Boko Haram et la menace du Nord avec le retour de Toubou de la Libye. Comment un pays peut faire face à un enclavement venant des trois côtés? Ouais. Oui, le Niger, c'est un paradoxe, parce que globalement, le problème Touareg avait été, entre guillemets, résolu par le Niger, dans les années 70, etc. Donc ça avait été plus ou moins résolu. Le problème, c'est, encore une fois, c'est les menaces exogènes. Encore une fois, le Niger, comme le reste du Sahel, il y a une menace exogène. Encore une fois, vous avez AQMI et vous avez le JNIM qui arrive du Mali, Boko Haram qui arrive par le sud et par le Nigeria, globalement. Et puis de l'autre côté, vous avez quand même une menace qui transite par ce qu'on appelle la passe du Salvador, qui est en fait la menace de l'État islamique qui vient de Libye. Parce qu'on oublie tout ça, au milieu de tout ça, c'est qu'en 2011, il y a eu la guerre en Libye qui a été fondamentalement déstabilisatrice. Encore une fois, j'allais dire, c'est pas la meilleure idée que les Français et que les Européens ont eu. On peut dire très clairement. C'était même l'OTAN, il n'y avait pas que les Européens. Oui, mais il y avait des moteurs et malheureusement, je pense qu'il y a des moteurs actifs. Et malheureusement, je pense qu'on a mal évalué les conséquences de déstabilisation. Les services après-vente n'ont pas été assurés. Oui, c'est ce que disait fort justement le président Idriss Déby, parce qui était confronté directement à cette menace libyenne et qui connaît bien la menace libyenne et depuis très longtemps. Mais c'est vrai que ces trois menaces concentrées sur le Niger, une problématique extrêmement compliquée. Ceci étant dit, le Niger, c'est compliqué pour lui. Parce que pour un pays comme le Niger, on va globalement d'une taille et d'un format proche de la Mauritanie, imaginez que la Mauritanie soit encerclée il y a trois zones d'arrivée de trois menaces totalement différentes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et économiquement, c'est même un étranglement parce que ça risque de couper la route entre le port de Douala et la capitale N'Djamena. Alors ça, c'est pour le Tchad. Oui. Pour le Tchad, même système, les menaces sont exogènes. Donc vous avez l'arrivée de Boko Haram par le Chari, par le Cameroun, le Nord Cameroun. Absolument. Vous avez tous les problèmes du Sénéca qui passent par le sud et par la RCA. Vous avez tout le problème du Darfour et du Sud-Soudan. Et au nord, vous avez le Tibesti et les trucs. Donc ils ont dans la même problématique. Ils ont une problématique globale, si vous voulez, d'encerclement. Et le Tchad est très important également pour ça. C'est qu'en fait, comment gérer un pays d'une taille pareille avec une telle menace? Alors les Tchadiens, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils gèrent progressivement et en faisant le tour. Mais la dernière menace qui est autour du lac Tchad et du Chari, elle n'est pas résolue, loin s'en faut. La menace de Boko Haram, elle va se résoudre globalement. Donc ils ont créé une structure multinationale avec l'armée. Donc il y a une autre structure avec le Nigeria, le Niger et le Cameroun. Et donc il y a une autre guerre que personne ne connaît ici, qui est la guerre qui se déroule aujourd'hui dans le nord du Cameroun et dans le nord du Nigeria. Et ça, c'est pour protéger le Niger et le Tchad. La partie riche du Niger et du Tchad, notamment absolument. Autour du lac Tchad et du fleuve Chari. Absolument. Vous disiez donc que les forces se sont liguées pour... Mais il y a une autre guerre en cours, qui est une guerre qui est extrêmement dure, et qui se passe dans cette partie de l'Afrique. Et aujourd'hui, ce qui est assez étrange, c'est qu'il n'y a pas eu connexion globalement entre la menace terroriste qui est actuellement au Burkina Faso et au Mali, parce qu'elle est devenue territoriale, elle est devenue, je dirais, ethnique, avec les Peuls, etc. Ça se complique énormément. Et cette menace n'a rien à voir avec la menace de Boko Haram qui est au nord du Nigeria. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas les mêmes problèmes, etc. Donc ils sont pas rassemblés. Sachez que quand vous continuez un peu plus loin, vous avez quand même les Chebabs de Somalie qui s'arrêtent pas. Il y a les attentats au Kenya, etc. Donc si vous voulez l'ensemble de cette ligne, si vous voulez sahélienne, que le Sahel
va quand même jusqu'à la mer Rouge, cette ligne sahélienne, elle est quand même extrêmement déstabilisée. Ceci étant dit, on assiste quand même à des résultats. Ça avance, ça progresse politiquement, les armées se développent, la menace diminue, il y a moins de prises d'otages, moins d'attentats. Bon, avec un peu de chance. Aujourd'hui, la menace principale, c'est une menace qui est étrange. C'est une menace avec des IED, avec des mines. Donc IED, ça veut dire, bon, c'est des mines qu'on a mis globalement, ou des pièges qu'on a mis au bord d'une route, donc la voiture explose, donc il n'y a personne, le gars fait ça avec un téléphone. Donc ce sont des attentats simplement. Ou bien vous avez un tir de mortier d'un obus qui va tomber sur un regroupement, mais ce ne sont pas des attaques frontales. On n'est pas sur des systèmes avec deux armées. Donc il y a vraiment une mécanique. C'est ce que vous appelez la dissémination des forces ennemies. Oui, c'est qu'en fait, elles sont de taille extrêmement réduite. C'est des groupes de 3-4 personnes qui rentrent dans un village. Alors, vous rentrez dans le village, vous repartez, puis ils viennent tuer 3 personnes et le chef de village. Donc c'est un combat qui est extrêmement difficile à mener. C'est un combat qui est de politique, parce qu'encore une fois, les militaires font un travail qui est un travail, je dirais, d'efficacité. Mais le fond du fond, c'est de faire un travail politique. C'est remettre dans les villages, remettre de l'administration, remettre des écoles, remettre de l'autorité, remettre de la police, remettre tout ce qu'il faut pour que ça se redynamise. Et c'est ça le grand travail qui attend principalement le Mali et le Burkina Faso dans les années qui viennent. Parlons maintenant de l'association Europe-Mauritanie que vous présidez. Cette association, au fond, quels sont ses objectifs et aussi elle est basée où? D'abord, c'est un peu ma petite danseuse, c'est un peu ma Madeleine de Proust. C'est votre bouée de sauvetage. Non, mais c'est ce qui me permet en fait de m'animer, pas seulement sur mes sujets un peu sérieux, un peu stratégiques, etc. etc. L'association Europe-Mauritanie n'a qu'un but en fait, c'est de rapprocher l'Europe de la Mauritanie. Parce que la Mauritanie, c'est un pays que tout le monde connaît, mais en fait, personne ne connaît. C'est l'étrangeté de la géographie. Et vous savez qu'on dit en Mauritanie, quand les Européens viennent en Mauritanie, ils disent « je pleure quand j'arrive et je pleure quand je pars ». C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont été en Mauritanie, ils veulent tous revenir. Moi, ça m'est arrivé en 1979. Je suis venu ici, je pleurais, mais je suis reparti. La première fois que vous êtes venu en Mauritanie, c'était en 79 ? En 79, à Nouadhibou. Et en fait, ce pays, je ne l'ai jamais quitté. J'ai toujours été avec mes enfants, travailler, etc., etc. Donc j'ai l'ambition d'avoir une activité ici, mais qui est une ambition d'homme mûr, entre guillemets. C'est que moi, mon but, c'est faire les gens heureux. Et c'est vrai que faire une association, c'est bien. Ça permet de travailler sur des sujets intellectuels, permet des échanges entre les Européens et la Mauritanie. Un exemple, on a travaillé, on a financé récemment au lycée français l'arrivée pour faire une pièce de théâtre. Vous voyez, des choses qui... français de Nouakchott. Oui. Des trucs qui n'ont rien à voir avec mes activités, mais qui permettent en fait globalement, avec un peu d'activisme, ce que je suis globalement, un peu d'activisme, en fait, d'amener 3 francs 6 sous, un peu d'argent, amener des gens, puis voilà. Un autre exemple, avec Alice de Nouakchott, on a fait le raid de la TECOR, amener des livres. On essaie de faire des choses qui sont à taille humaine. C'est un peu le développement. Oui, mais en même temps, oui, mais ça reste quand même, il faut être conscient de ses limites. En fait, c'est un peu... Je vais dire une phrase qui est un peu étrange, c'est un peu le retour que je dois ramener la Mauritanie, c'est un peu ce que je dois ramener. J'ai rien à payer à la Mauritanie, mais j'ai un peu une dette, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est de participer à tout ça, et moi je crois beaucoup à la fraternité, et les hommes doivent se connaître, et pour se connaître, il faut se rencontrer, ils se rencontrent à différents moments. L'armée est un domaine, mais le monde associatif est également un autre domaine qui est extrêmement important, extrêmement intéressant. Votre émotion est communicative. Vous êtes également vice-président senior de l'Institut Thémis. Vous pouvez nous présenter très rapidement cet institut avant la fin de l'émission? Bien sûr, l'Institut Thémis a 3 métiers. Le premier métier, c'est le métier de la formation, de très haut niveau. En fait, ce qu'on appelle le 3e, 4e niveau, c'est école de guerre au-dessus. On produit un MBA, un executive MBA, parce qu'en fait, je suis docteur en sciences politiques, donc on est plusieurs à pouvoir le faire. Donc on donne un MBA, donc c'est un diplôme qui est reconnu. Donc de la formation, des civils et des militaires, c'est pas le sujet, mais de très haut niveau. Deuxième sujet, c'est l'expertise pour l'Union européenne, etc., pour des grands programmes. On a comme des experts de très haut vol. Et puis le 3e métier, c'est le métier de la recherche, travailler sur les réflexions stratégiques. Donc on a un exemple, on fait un livre, on produit 2 livres par an dans une collection qui s'appelle Stratégie africaine de sécurité, édité chez l'Harmattan, et on produit un livre tous les 6 mois à partir d'un colloque ou à partir de réflexions ou de réunions, etc. Et donc on fait travailler nos frères africains avec nous, et on travaille ensemble pour partager, communiquer, et puis on a ce livre qui permet de diffuser notre pensée commune, qui se partage et qui est à parfaite égalité. Chacun a le droit de dire ce qu'il a à dire. C'est ça l'objectif global de Thémis.
Parfait. Au terme de cette émission, je remercie beaucoup le colonel Pierre Dejonc. Vous êtes, comme je viens de le dire, le président de l'association Europe-Mauritanie et vous êtes également le senior vice-président de l'Institut Thémis en charge du développement et de la recherche. En fait, dites-moi, l'Institut Thémis, le nom, c'est pas la déesse de la justice dans la mythologie grecque ou ça n'a rien à voir? Ça se pourrait. Malheureusement, ce ne l'est pas. Ça ne l'est pas, c'est pas le cas. Ce ne l'est pas. C'est parfaitement le hasard. C'est le hasard. Donc ça fait référence à quoi? Parce qu'il y a deux I. Ben, ça fait référence, en fait, c'est un acronyme anglo-saxon. C'est The Management Institute for International Security. Mais je préfère l'Institut Thémis. Mais je retire le mot et on va dire Institut de formation. Parfait. Mais on peut peut-être changer dans les années qui viennent. Parfait. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir répondu positivement à notre invitation. Je vous remercie beaucoup également de nous regarder à cette heure tardive de la nuit. Merci et à très bientôt. Le débat du Sahel est réalisé par Mohamed Lemine Tajdine. Merci. Au revoir.